Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, la dernière fois qu'on a parlé d'LVMH, c'était au mois de septembre. Non, mois de septembre, non, pas du tout. C'était au mois d'octobre de cette année. Je pense que c'était lors de la publication des derniers résultats financiers. Il me semble que, oui, c'était bien ça. Donc, la vidéo, je me rappelle encore un tout petit peu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, parce que, voilà, on va faire une mise à jour assez rapide ici des étapes financières, même si je ne m'attends pas à grand-chose, mais je vais surtout vous montrer quelque chose. On va parler aujourd'hui parce que LVMH est dans une période compliquée. Tout le monde le sait. D'accord? Quand on est dans une période compliquée, c'est très important de savoir si on a le bon PDG, enfin, si les chances sont de notre côté du point de vue management. On va le dire comme ça, parce que c'est une question de probabilité de manière générale. Quand on est également en période difficile, on aimerait avoir une entreprise qui a un avantage concurrentiel. Je sais, vous allez me dire que Thierry, on sait déjà, elle a un avantage concurrentiel, etc. Mais comment est-ce que ça s'appelle? C'est le nom. C'est important. Et est-ce que cet avantage concurrentiel-là est vraiment réel? D'accord? Qu'est-ce qui pourra aller à l'encontre de cet avantage concurrentiel-là? Alors, moi, j'ai fait simple. Rappelez-vous, je ne suis pas très malin. Je n'ai pas beaucoup de temps, etc. Donc, je vais utiliser en date d'aujourd'hui les prompts qui sont dans notre bibliothèque premium. Je rappelle qu'il y a également certains qui sont gratuits ici, donc en description de la vidéo. Sauf qu'on va aller rapidement ici. Donc, LVMH. La première chose que je vais regarder, qu'importe la compagnie, etc., on va laisser la partie qu'est-ce qu'elle fait, etc. On connaît. D'accord? Alors, cette compagnie, est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? La réponse, tout le monde la connaît. Oui. Comment ça s'appelle? Intangible et avantage de coût. Attention, l'intangible, c'est très particulier. Rappelez-vous d'une chose. Le plus important pour un avantage concurrentiel, ça se voit également au niveau des chiffres. Ça ne sert à rien de dire que j'ai un avantage concurrentiel alors que vous n'êtes pas capable de maintenir les marges. OK? Faites très, très attention. La finalité d'un avantage concurrentiel, c'est d'au moins maintenir les marges. Les marges brutes stables, sinon croissantes. On va juste observer ça ici. Est-ce que LVMH pourrait avoir un avantage concurrentiel? Quand on dézoome un tout petit peu, vous êtes d'accord avec moi qu'on a au moins une stabilité des marges. Donc, c'est quelque chose qui joue déjà en sa faveur. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. J'aime bien regarder ces deux éléments-ci. Je sais, d'aucuns vont dire ici que oui, mais le ROIC, etc. Je vous ai dit que le ROIC, on peut également le manipuler comme n'importe quelle métrique. Et quand vous avez une entreprise qui fait des acquisitions, le ROIC, il faut l'ajuster. D'accord? Moi, j'utilise le ROIC, je n'utilise pas le ROCE ou quoi que ce soit. Vous pouvez combiner tous les trois si vous voulez. D'accord? Chacun raconte une histoire ici. Et il faut juste connaître à peu près quelles sont les limites de chaque ratio. D'accord? Déjà que le ROIC ici, il est bien, etc. Maintenant, vous avez cette compagnie. Elle a des marges EBITDA très stables, des marges brutes très stables. Oui, la pandémie est passée par là, etc. On a eu de très bons résultats. On revient juste à la moyenne. Ça n'est pas encore de baisser ni quoi que ce soit. On revient juste à la moyenne. Donc, on peut déjà voir ici qu'il y a quelque chose d'intéressant. Une entreprise qui arrive à maintenir ses marges aussi longtemps, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'y passe. Maintenant, comment est-ce que ça s'appelle? Comment est-ce que cet avantage concurrentiel-là se matérialise? Donnons-lui un nom. C'est important d'avoir le nom. Alors, ici, j'utilise le prompt, d'accord? Et quand je dis j'utilise le prompt, je sais à peu près quel type d'avantage concurrentiel j'ai la prétention de savoir à peu près quel type d'avantage concurrentiel on pourrait avoir, dépendamment des industries. Donc, s'il me raconte des conneries, rappelez-vous une chose, l'IA est entraînée ici pour vous raconter... pas des conneries, mais de manière générale, c'est un outil qui est très fort pour raconter des mensonges. Faites attention. Attention. C'est la raison pour laquelle, quand vous utilisez un prompt, il faut baliser le prompt en question. Donc, vous lui dites, OK, prends ça, uniquement ici, et ne fais surtout pas ceci. Point. Donc là, quand on ne met pas d'avantage concurrentiel, LVMH par rapport à ce qu'elle fait, elle vend c'est la maroquinerie, la parfumerie, bref, ce sont des produits de marque. Donc techniquement ici, ce sont des tangibles qui vont compter, ça je suis sûr et certain. Également, les coûts sont importants. Est-ce qu'ici on va parler de switching cost? Non. Est-ce qu'on va parler ici économie d'échelle, plus c'est grand? Ça peut un tout petit peu, bon, ça rentre dans l'avantage des coûts de manière générale. OK? Network, effet de réseau? Non, pas du tout. Ça, c'est sûr que ce n'est pas possible dans cette industrie-ci. Donc ici, LVMH, deux types d'avantages. Actifs intangibles, avantage de coût. L'intangible ici, donc LVMH possède des portefeuilles de marques les plus puissantes au monde, lui conférant un pricing power exceptionnel qui protège ses marges, même en période de ralentissement économique avec des marges opérationnelles. Bref, déjà, au niveau des chiffres, faites attention. Les chiffres ne m'intéressent pas quand j'utilise un LLM.
Ce qui m'intéresse, c'est le raisonnement derrière. Les chiffres ici, il faut toujours les ajuster. Là, il te parle de 2024, etc. Ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai déjà vérifié que je suis toujours là pour la moyenne. OK? Donc, ne vous dites pas ici que non, c'est parce qu'il a dit 2024. Non, j'ai juste mentionné, j'aurais pu lui demander ici le mec, LVMH décembre 2025. Il aurait pu mettre ici des informations de 2025. Et ça ne dérange pas plus que ça. Parce que je sais qu'il y a des gens ici qui aiment la précision. Donc, le groupe maintient un avantage structurel ici sur ses concurrents grâce à son échelle et son contrôle vertical. Ça veut dire ici que on sait à peu près, on contrôle à peu près comment on appelle ça, le sourcing de manière générale. Et c'est très important quand on prétend vendre de la qualité. OK? On veut savoir qu'on a le meilleur cuir, etc. Bref, au niveau de l'intangible, c'est la marque, etc. 75 maisons. Vous connaissez la chanson. Après, il vous raconte ici certains éléments qui appuient ce raisonnement. Mais en fait, vous allez me dire aujourd'hui que bon, Thierry, on connaît tout ça, etc. Mais ce que j'aimerais surtout mentionner, c'est ceci. L'avantage, le coût, ici, on ne l'a pas mentionné, mais LVMH bénéficie d'une intégration verticale massive, contrôle des tanneries, vignobles, ateliers, oui ou non, qui sécurise sa supply chain et garantit la qualité. De plus, sa taille gigantesque lui confère un pouvoir de négociation inégalé pour les emplacements immobiliers prime. Vous allez vendre du luxe où? En banlieue? Je n'ai rien contre en banlieue, mais vous comprenez que le luxe, c'est quand même à des endroits qui reflètent à peu près la qualité du produit, on va le dire comme ça. OK? Ou bien la valeur du produit, ou bien la valeur attribuée à ces produits-là, ou bien le prix, si vous voulez. OK? Donc, les achats d'espaces publicitaires, créant une barrière à l'entrée ici pour les marques plus modestes qui ne peuvent rivaliser sur la visibilité ou les coûts fixes. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes. C'est très important, le marketing. Très, très important pour une entité comme LVMH. Il y en a certaines ici qui n'ont pas besoin de faire trop de marketing. Notamment ici, ce qu'on appelle généralement le quiet luxury. D'accord? Le marketing ici, c'est le nerf de la guerre. Plus vous dépensez en marketing, plus vous êtes visible, plus ça conçut du brand equity qui pourrait être bénéfique à long terme. C'est pour ça que je dis toujours que pour ceux qui pensent que Nike est morte, non. Nike va s'en sortir, c'est qui est sûr et certain. Ils ont assez d'argent. Je dis bien, ils ont assez d'argent pour sponsoriser des grands athlètes ici qui vont représenter la marque à l'international, qui ont de la visibilité, vous connaissez le monde de l'influence, etc. Donc, ces entités-là vont s'en sortir. Avec l'avènement d'Internet, les petites marques ont pu prospérer. Parce que regardez des marques comme Gymshark, personne ne connaissait ça. Mais ils ont eu tendance, ils ont pu bâtir ici un certain brand equity parce que la publicité devenait plus accessible pour elle. Mais ne vous inquiétez pas ici, elle n'a pas les moyens de Nike, par exemple. Et parfois, quand vous êtes à la mode se démode. C'est un éternel recommencement et ça vaut également pour du LVMH. Alors, ce que je voulais plutôt montrer par rapport à tout ce qu'on va faire ici, on va déconstruire ce raisonnement-là. Parce que comme je vous l'ai dit au début, l'IA est entraînée pour vous raconter des histoires. OK? Et vous, si vous n'êtes pas prêt, si vous ne connaissez pas un secteur d'activité ou bien si vous n'avez pas une idée générale de comment est-ce que ça peut fonctionner, vous pouvez vous faire berner rapidement. C'est la raison pour laquelle il faut poser des questions balisées. Je répète encore une fois, ne viens pas dire à l'IA, oh, explique-moi le business model de cette compagnie. Il va aller sur Wikipédia, boum, copier-coller, boum, ça va. Et toi, bon, je ne dis pas que Wikipédia n'est pas fiable, hein. Attention. Mais il serait préférable de lui demander des sources de premier ordre, d'accord, ce genre de choses-là. Bref, on ne va pas revenir dessus. C'est la raison pour laquelle moi j'aime bien les prompts, mais je ne suis pas si fou que ça. OK? Je ne m'abandonne pas à eux. C'est juste première information ici, ça m'ouvre l'esprit, ça me permet ici de gagner du temps rapidement et à moi maintenant d'aller recoller les morceaux par rapport à ce que je juge important ou pas du tout. Parce que n'oubliez pas une chose, le jugement est déterminant à la fin. L'IA ne juge pas pour vous. Donc ceux qui vont demander à l'IA dans quoi je dois investir, bon courage. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse avant tout, c'est comment on appelle ça? C'est le cas du diable. Je vais lui demander de déconstruire sa thèse. Ce qu'il m'a raconté plus haut, il reprend la même chose. Maintenant, il essaie de me donner les éléments contradictoires. Ça, c'est ce que je valorise le plus. J'ai posé la question en anglais. Parce que comme je l'ai dit, je préfère l'utiliser généralement en anglais, etc. Bref, maintenant, je ne veux pas... Ici, premier argument, la marque Louis Vuitton est puissante car tout le monde la veut. OK, ça c'est l'argument qu'il a mentionné plus haut. OK? Il dit ici, la faille logique dans son raisonnement, c'est que si LVMH continue de faire croître ses volumes pour satisfaire les actionnaires, Louis Vuitton risque de devenir la marque de la masse aisée plutôt que celle de l'élite.
Et il vous a dit quoi dans les conférences call? On n'est pas là. Il est facile pour lui d'augmenter le chiffre d'affaires, maximiser les volumes. Mais en faisant ça, on détruit quoi? La désirabilité. Attention, quand il détruit ici le raisonnement premier, ça ne veut pas dire que ce qu'il raconte est vrai, mais ça vous permet de voir les choses autrement. Comme ça vous permettra ici de voir si l'entreprise est en train de prendre le bon chemin. Par exemple, quand on va comparer Ferrari et Porsche, pour moi, je trouve que c'est une hérésie. Porsche, il y a des éléments dans Porsche qu'on peut comparer à Ferrari. Mais à l'intérieur de Porsche, il y a des éléments qui sont uniquement... je pense que Ferrari, c'est plutôt avec du Hermès. C'est la même stratégie. Je pense qu'on compare plutôt les stratégies. Bon, les modèles, les lignes de produits également. D'accord? Donc, faites attention parfois aux comparaisons. C'est très important. On continue ici. Donc, deuxième élément, pour maintenir une croissance à 2 chiffres exigée par la valorisation boursière, faites attention ici, tout ce qui concerne les chiffres, etc., c'est son jugement de valeur, d'accord? LVMH doit vendre à la classe moyenne aspirationnelle, donc ceux qui économisent pour acheter un sac. Ce sont ses clients premiers. Attention, LVMH n'a pas les mêmes clients que Hermès, c'est pour ça qu'elle résiste moins en période difficile. Donc, mais dès que la marque est trop vue dans le métro ou bien sur TikTok, les ultra riches, les vrais gardiens du cool, la délaissent pour des marques plus discrètes. D'accord? Vrai ou faux? Posez la question à vous-même. Ensuite, conclusion critique. Là, le mot, je n'aime pas parler de Douve ici, mais bon, c'est comme ça qu'il écrit parce qu'il met ça en français. Le mot donc, de la marque ici s'érode mécaniquement avec la croissance du volume. LVMH marque une ligne de crête, donc à savoir un pas de trop vers le volume et le pricing power s'effondre. Il n'est pas dans son intérêt d'augmenter les volumes. OK? Je l'ai vu par le passé. J'avais des actions de Michael Kors à l'époque. Et même par défaut, parce que j'avais des actions de Fossil. Fossil vendait des montres Michael Kors. Et Fossil vend des marques Fossil, des montres Fossil, mais également, c'est un peu comme Interparfum qui fabrique pour d'autres marques. Donc, elle met le branding, etc. Elle paye des royalties. Donc, elle fabrique pour Fossil. Elle fabriquait pour... des entités comme Michael Kors, comme Armani, etc. Donc, elle avait le droit d'utiliser le branding en question. Mais vu que la marque Michael Kors, à une époque, était très visible partout, ça se vendait comme des petits pains. Tout le monde en avait. Qu'est-ce qui est arrivé? Le pouvoir de perception de la valeur de la marque a diminué. Et Michael Kors ressemble à ce à quoi ça ressemble en date d'aujourd'hui. Le luxe abordable n'existe pas. OK? Soit vous êtes premium, soit vous êtes luxe. Il n'y a pas entre les deux. OK? Ensuite, le tapis roulant du marketing, c'est juste pour mentionner ici que les marges ne doivent pas diminuer. Les marges ici, le maintien des marges, la perception de valeur à long terme dépend des dépenses en marketing qui sont incompressibles. Et ces dépenses en marketing sont encore plus importantes pour les entreprises comme LVMH parce que la mode se démodant, il est important d'investir continuellement. Alors que quelqu'un comme Coca-Cola vend de l'habitude, si j'aime le Coca, j'en boirai généralement. Je ne veux pas que la formule change. Ou bien la taille de la bouteille, ou bien... Enfin, pas que la taille de la bouteille a changé. Je ne veux pas que la couleur de la bouteille change ou quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est le liquide à l'intérieur. Vous voyez, ça ne change pas beaucoup. Ça n'a pas trop changé depuis longtemps. Et ça n'a pas trop changé. Quand ils ont essayé de le faire, ils ont perdu énormément de clients. OK? Bon, on n'est pas dans un débat entre Pepsi ou Coca-Cola. Ici au Canada, malheureusement, c'est Pepsi. Moi, je préfère Coca-Cola. OK? Si LVMH réduisait de 50% les ventes, de 50% ici, le marketing, les ventes ne baisseraient pas linéairement. Elles s'effondreraient. Pas immédiatement, mais ça, c'est une certitude. Donc, c'est le signe que le mot, entre parenthèses, il est artificiel, maintenu sous perfusion financière. Bon, il exagère, je suis d'accord avec vous, mais c'est une façon de vous dire ici que le marketing est très important. Et c'est encore plus important parce que ça peut être une manipulation également comptable, dans le sens où quand une entreprise qui est en difficulté veut vous montrer que bon, on arrive à bien gérer la marque, etc., voilà, on a eu des bénéfices nets plus élevés. Et quand vous allez regarder, vous vous rendez compte que les bénéfices nets sont élevés. Pourquoi? Parce que le marketing a diminué. Souvenez-vous de l'histoire d'Intel où, en période difficile, ils réduisent la recherche et le développement alors qu'ils sont en retard sur le plan technologique. Et le PDG vient et vous dit « Ah, on a eu de très bons résultats, regardez les bénéfices nets. » Moi, la vidéo est là, je vous avais dit que ce truc-là, c'est du mensonge. Ce gars-là, il doit dégager. C'est pas sérieux.
OK? Donc maintenant, quand tu achètes une entreprise dont la marque est très qui a comme avantage concurrentiel un intangible, donc principalement les marques, donc les vendeurs, que ce soit la maroquinerie, la parfumerie, tout ce que tu veux, il faut faire attention au marketing. Et le marketing, je ne veux pas dire ici qu'il y a un chiffre net. Il faut toujours voir si on dépense au même niveau que le secteur d'activité, au moins en termes de pourcentage. Certains dépensent plus, d'autres dépensent un peu moins, mais il faut qu'on soit au niveau de la moyenne. Il n'y a pas un chiffre rond, d'accord? Mais c'est normal, les amis. L'analyse financière, c'est de l'art. Ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas que ça doit être 10% ou 5%. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention quand on vous dit achetez des entreprises qui ont 40% de marge bénéficiaire, 20% ici des bénéfices nets, 10% de free cash flow au moins. Non, vous allez tomber sur le même type d'entreprise, généralement dans les mêmes secteurs d'activité. Et vous allez vous plaindre qu'il n'y a pas de diversification. Quoi qu'on peut encore revenir sur le débat de la diversification ici, là, si vous voulez. OK? Ensuite, l'illusion de l'intégration verticale. Contrôler la production et les boutiques protègent les marges. En parlant de boutiques, je n'aime pas. Il y a un problème sur LVMH. Elle vend dans ses propres boutiques et également chez des détaillants spécialisés qu'elle choisit justement. Mon problème, c'est qu'elle ne présente pas souvent des résultats des same store sales. Et ça, c'est un problème. Je ne dis pas ici qu'elle doit le faire. Elle devrait le faire parce qu'elle a des magasins en propre. Mais elle vous mentionne que ouais, c'est une métrique, disons, c'est quelque chose de très, comment on appelle ça? C'est privé ou bien c'est stratégique. Non. Si McDonald's le fait. OK? Je ne compare pas McDonald's à LVMH, mais quand tu as des magasins, tu vends dans les magasins, je veux le same store sale. Et donc ça, c'est un problème. Oui, j'ai le droit de me plaindre. En tant qu'actionnaire, j'ai le droit. Je ne vais pas juste gober tout ce qu'on me raconte. D'accord? Bon, bref, c'est une petite observation. Ça n'enlève à rien la qualité du business. Voilà. Donc, contrôler la production, parce que quand on ne vous donne pas le same store sale, on vous enlève une certaine prévisibilité. Parce qu'on peut manipuler ces chiffres. Le chiffre d'affaires, j'ouvre plus de magasins, je vends plus. Mais les magasins rapportent de moins en moins. Oui ou non? C'est facile. Donc, vous savez maintenant aujourd'hui que si vous regardez une entreprise, par exemple, surtout dans le secteur ici de la restauration, il est très facile d'avoir un chiffre d'affaires de plus en plus élevé. Donc, le jour où tu vas dire « Ah oui, le chiffre d'affaires est plus élevé sur cette compagnie, ça veut dire qu'elle se comporte mieux que les autres. » Non, regarde le same store sale, regarde la tendance du same store sale. Et on s'entend, tant qu'il y a la hype, etc., le same store sale peut être que de plus en plus élevé, etc., mais la hype finit toujours par diminuer. Même dans le secteur de la restauration, il y a un effet de mode. Vous le voyez aujourd'hui, n'est-ce pas? Un jour, on va arriver sur ce secteur-là. Donc, continuons. Donc, on a LVMH ici, l'intégration verticale. Donc, cela crée une structure de coûts fixes terrifiante, donc c'est levier opérationnel, etc. Donc, LVMH possède ses usines et paie les loyers de ses boutiques en période de boom. Donc, c'est-à-dire que c'est génial, tout va bien. Donc, chaque vente supplémentaire, c'est du pur profit. Mais en cas de récession réelle, le coût ne baisse pas. Les artisans doivent être payés. Les beaux sur les Champs-Élysées doivent être honorés. C'est pour ça qu'il est important de détenir ces magasins en propre. C'est une bonne stratégie. Ce qui vous force à aller regarder si LVMH adopte cette stratégie. Il me semble que c'est le cas. D'accord? Contrairement à d'autres entités qui ne détiennent pas leur magasin. C'est comme par exemple avec la compagnie qu'on appelle... excusez-moi, je fais beaucoup de liens parce que c'est juste pour mieux vous expliquer les choses. Par exemple, quand vous avez une compagnie qu'on appelle Copart détient tous ces terrains. C'est la raison pour laquelle elle a des coûts moins élevés que ses concurrents. Les concurrents pourraient faire la même chose, mais il n'y a plus assez de terrain disponible. Et donc, ça, c'est un avantage structurel. Et c'est une bonne chose. Donc, si le chiffre d'affaires baisse de 10% et le résultat opérationnel pourrait chuter ici de 20 à 30%, la structure rigide de LVMH présentée comme une force, donc contrôle, deviendra une entre très lourde qui coûterait la rentabilité. C'est comme je le dis ici, il exagère. Il vous montre juste ici que ça ne sera pas facile pour elle de réduire les coûts en période difficile. Même si on sait que son intégration verticale est déterminante pour la qualité à long terme. Ensuite, vous avez le risque ici de l'homme et la succession. Donc, l'histoire de la gestion est impeccable. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'argument précédent. Mais LVMH n'est pas une institution personnelle. C'est l'extension de Bernard Arnault. L'allocation de capital, rachat de Tiffany's, relance ici de Dior, relève du génie individuel, pas d'un processus automatisable. Donc, c'est une personne clé. Le problème, c'est s'il part demain. Qu'est-ce qui se passe?
Le marché intègre une prime Arnaud, comme le marché intègre une prime, comment on appelle, Warren Buffett par exemple. Ok, donc le marché intègre une prime Arnaud dans le cours de l'action. Vous avez vu avec CSU, Constellation Software, avec Marc Léonard, quand il est parti, bah, le cours de l'action s'effondre un tout petit peu. Quand Steve Jobs est parti, le cours de l'action s'est effondré parce qu'il y avait cette prime-là. Donc le marché intègre cette prime. Et il a 76 ans, 74 ans, je ne me rappelle pas trop. Donc voilà, on va se dire qu'on est plus, on est plus vers la fin qu'au début. Bon, je ne lui souhaite pas de mal ni quoi que ce soit. Hein. J'espère qu'il sera encore là pour une vingtaine d'années. C'est possible. Mais voilà. Donc, sa succession, répartie entre 5 enfants, crée un risque politique interne majeur. L'histoire des conglomérats familiaux est jonchée de guerres fratricides qui détruisent la valeur. Gucci, par exemple. Et ce n'est pas le seul exemple. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous remarquez que c'est la 3e ou 4e génération qui détient encore la compagnie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils font de mieux que les autres. Il me semble qu'il y a une famille comme ça en France. N'est-ce pas? Je pense que les Muliez ou un truc comme ça. C'est intéressant d'aller voir comment est-ce qu'eux ils font. Parce que la fortune ne suivit pas souvent les 2e générations. Il y a toujours une personne qui, vu qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, il a tout reçu, etc., il va tout dilapider. Ça existe. Donc, il y a ce risque-là. Même si les enfants sont à la tête, on les a déjà placés chacun dans une entité ici pour voir à peu près s'ils sont capables de gérer. Mais à la fin, est-ce qu'ils seront d'accord? Est-ce que ça serait une gestion collégiale? En tout cas, je souhaite qu'ils continuent en s'entendant. Ensuite, vous avez ici la Chine qui ralentit. Si la Chine changeait de paradigme, par exemple, dans le mouvement des, voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, les Go, Chao, ça veut dire ici, comment je vais aller fouiller cette référence, ça veut dire quoi? Préférence pour les marques nationales chinoises et la campagne de prospérité commune de Xi Jinping rendent l'étalage de richesses occidentales politiquement incorrect, voire dangereux. Si la Chine, qui représente 30 à 40% de la croissance du luxe, décide que le luxe européen est vulgaire et non patriotique, aucun avantage de coût ou de marque ne pourra sauver LVMH d'une contraction massive. Donc LVMH a misé une énorme partie de sa croissance future sur un régime politique qui lui devient hostile. Donc je n'ai pas dit qu'il est hostile maintenant, mais vous avez entendu dernièrement, etc. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Peut-être que tu ne vas pas payer des multiples très élevés par rapport à ça, parce que le monde est vaste. Il n'y a pas que la Chine. Les Indiens sont là. Demain, ils reprendront le flambeau. Les Brésiliens sont là, etc. OK? So, c'est toujours à prendre en considération. Donc, en finalité, ici, il te dit ceci, la dépendance aux consommateurs aspirationnels, c'est un segment qui a fait la fortune LVMH ces 10 dernières années, bien plus que ça, mais c'est le segment le plus volatile, le plus sensible au prix et le plus susceptible de se fatiguer de la marque. Temporairement, comme je l'ai dit, c'est soit un effet de mode. Si LVMH perd la classe moyenne, elle redevient une petite entreprise, entre parenthèses, de très grand luxe. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il écrit ce genre de bêtises-là. Ce qui ne justifie pas sa valorisation actuelle. Attention, ce n'est pas à lui de te dire que la valorisation ne devrait pas être de ce prix. Il est l'avocat du diable. D'accord? Qu'est-ce que nous, on a compris ici comme risque? Première chose qui m'a marqué, c'est la Chine. C'est possible. Par avoir une politique de nationalisme. Ça existe déjà, ils ont commencé à le faire, mais ça ne veut pas dire que, connaissant l'être humain, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas consommer des produits européens. Au contraire, peut-être que ça deviendra une forme ici c'est une façon de montrer qu'on est encore plus riche que les autres en consommant extérieur. Ne sous-estimez pas l'être humain, faites attention. La prime Arnaud, c'est peut-être l'un des plus gros risques en date d'aujourd'hui. L'intégration verticale, ça on peut souffrir temporairement, ça ne me dérange pas. La marque, le marketing, c'est quelque chose à surveiller. Donc, à part la Chine et le Prime Arnaud, rien ne me stresse ici. Rien d'autre ne me stresse ici. Bon, la partie aspirationnelle, etc., on le connaît, on savait déjà. Donc, on s'attend à des cycles. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais l'avantage de LVMH, attention, c'est qu'on est plusieurs. On a plusieurs relais de croissance. On est dans l'alcool, etc. Et pas dans n'importe. Le luxe est partout. On n'est pas juste dans la maroquinerie, l'horlogerie, la parfumerie. On est également dans les magasins sélectifs avec Sephora. Les Sephora sont toujours pleins. Je vous en ai déjà parlé ici. OK? So, ça, c'est le premier. Bon, je ne sais même pas depuis combien de temps j'ai fait. La vidéo a commencé. Bref, c'est pas grave. Je vais dire tout ce que j'avais à dire. Si la vidéo sera assez longue, tu peux arrêter, tu peux revenir dessus plus tard. OK? Il faut que je donne toutes les informations possibles. Sinon, tu vas me forcer à faire quoi? 4 vidéos sur LVMH? On va en faire une. Allons-y rapidement. Là, on va accélérer. Maintenant, deuxième prompt.
Et là, on va juger le CEO. Imagine, parce que là, c'est de la consommation discrétionnaire. Il faut un CEO de qualité. C'est important. Et là, tu as à peu près le CV d'Arnaud, etc., les forces clés, la locataire de l'Auvergne générale. Ici, c'est un gardien impitoyable à long terme. Donc, Arnaud opère avec agressivité, l'agressivité d'un raideur financier. Donc, raideur financier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à l'affût des opportunités. Et quand il remarque une opportunité, il n'hésite pas à y aller. OK? Mais gère avec un horizon temporel d'un fondateur multigénérationnel. OK? Donc, il n'est pas là pour 1 an ou bien pour 2 ans. C'est quelqu'un qui voit long terme. Voilà, vous avez son parcours ici, les éléments clés de son histoire. Voilà, ça vous permet de voir à peu près avec qui on fait affaire. Parce que c'est lui qui gère. L'actionnariat, l'alignement avec les intérêts ici, vous voyez, la gouvernance, franchise des marques, etc. Donc, on va aller assez rapidement ici. Donc, ce prompt-ci vous permet de savoir avec qui on fait affaire. Quels sont ses avantages, quelles sont ses faiblesses. Prenons les faiblesses, l'incertitude au niveau de la succession, risque de K-management, de Cayman, on savait déjà ça. D'accord? Maintenant, je lui demande de déconstruire cela. Je fais encore la même chose que précédemment. Maintenant, toutes les affirmations qu'il m'a données, tantôt, il va essayer, prenons un exemple, la succession. Donc, la famille assure une vision à long terme. La réalité critique ici, c'est que la nomination des 5 enfants est un cauchemar de gouvernance. Statistiquement, il est impossible que les 5 enfants d'un génie soient eux-mêmes 5 génies du business. Vous êtes d'accord? Donc, en les plaçant tous à la tête de divisions clés, Arnaud a verrouillé l'organisation, empêchant peut-être des talents externes plus compétents d'accéder au sommet. Les enfants ne sont pas forcément les plus aptes à diriger tout cet empire-là. Il ne faut pas l'oublier. Dans l'histoire du capitalisme familial, Gucci, Redstone, Murdoch, tout ce qui s'est passé avec les Redstone, les Murdoch, c'est pas comme si ça se passe bien, okay, montre que lorsque le patriarche disparaît, la fratrie se déchire. Murdoch n'a pas encore disparu, il est encore là. Redstone, oui. D'accord? Redstone, je pense que c'est Viacom CBS, si ma mémoire est bonne. Donc, le dossier précédent minimise ce risque. Or, une guerre de succession détruirait le prime de valorisation de LVMH. De toutes les façons, très lié à cette personne. Donc, ce prendre vous permet de savoir avec qui vous faites affaire. Et comme je l'ai dit ici, il ne vient pas avec le... Moi, c'est moi qui pose la deuxième question, à savoir, donne-moi les éléments, soit l'avocat du diable par rapport à ce que tu as mentionné plus haut. Mais à la base, il vous mentionne ceci. Maintenant, une fois qu'on a celui-là, on passe au suivant. Est-ce que nous faisons affaire avec quelqu'un qui a l'habitude de dire la vérité? Qui est Bernard Arnault? Imagine que tu arrives sur cette compagnie et tu t'attends à des guidance. Est-ce que tu savais que Bernard Arnault se distingue des autres grandes capitalisations, LVMH se distingue des autres grandes capitalisations boursières par son refus de fournir des prévisions financières et perspectives précises. Il ne dit pas, nous prévoyons 10% de croissance l'an prochain. Au lieu de cela, Arnault promet des gains de part de marché, une croissance tangible et une rentabilité solide. Ce sont des termes positifs, mais jamais de chiffres. J'aime ça. Comme ça, il n'est pas fermé dans « oui, tu avais dit 4%, maintenant c'est 3%, ça veut dire que c'est un mauvais résultat. » Non, on s'en fout, c'est positif. Donc, des objectifs qui sont régulièrement atteints, mais non quantifiables de manière binaire. Donc, après ici, il passe en revue sur les dernières années, 5 promesses qu'il a faites. Est-ce qu'il les a tenues? Donc, sur les dernières années ici, oui, c'est ça, crédibilité. Donc, voilà. Donc, il a dit 5 choses précédemment qu'il a eu tendance à tenir. En 2019, par rapport à Tiffany, il a dit « Cette opération sera rélutive, donc directement positive pour les bénéfices nets, sur les bénéfices nets par action dès la première année de consolidation. » 2021, promesse tenue. Tiffany a contribué à hauteur de 6 milliards de revenus. Magnifique. Comment est-ce que Tiffany a réussi à le faire? C'est la question que vous devez vous poser. Augmentation des prix. Bon, on a également joué un tout petit peu sur le réseau, notre réseau de sourcing. D'accord? Politique de dividende. L'objectif d'un taux de distribution d'environ 50%. Bon, ça, c'est facile à tenir. Bon, ça, ce sont des trucs ESG. J'aurais pu demander si je ne veux pas d'informations ESG. Énergie renouvelable également, ça ne m'intéresse pas. Mais n'oubliez pas, vous posez la question, mais vous pouvez lui demander de ne pas parler d'énergie renouvelable ou bien ne pas parler de ESG. Ça, je m'en fous. Il ne faut pas que ce n'est pas important, mais il y a beaucoup de greenwashing. D'accord? Toujours. Donc, voilà à peu près certaines promesses qu'il a eu tendance à tenir par le passé. Donc, il vous donne également les éléments dans les rapports annuels, etc. Donc, après, vous pouvez aller vérifier, faire l'avocat du diable également ici. OK? Regardez ceci. L'argument principal de ma crédibilité repose sur le fait que Arnaud tient ses promesses. C'est une tautologie. Si un PDG refuse de donner des objectifs chiffrés, il est mathématiquement impossible pour lui de manquer ses objectifs aux yeux du marché. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Donc, attribuer un score parfait de crédibilité à LVMH revient à féliciter un élève d'avoir 20 sur 20 alors qu'il a refusé de passer l'examen. Bon, on est d'accord. OK? Donc, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, tant que tu es long terme et que tu arrives à exécuter, moi, c'est parfait. C'est pour ça que si on dit qu'il ne fournit pas des éléments chiffrés, on va aller vérifier. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le transcript dernier, celui qui est sorti dernièrement au mois d'octobre. Je viens, je le rank ici dans mon prompt ici qui est censé me donner un résumé général ici, la transcription avec des barrières. Il sait exactement ce qu'il doit faire. OK, je ne vais pas lui dire, fais-moi un résumé. Non, pas du tout. Et on remarque une chose, au niveau des perspectives, on zoome. La direction prévient que la base de comparaison sera plus difficile, d'environ 4 points de plus que le T3, notamment en raison d'un effet de change moins favorable et de l'absence du rebond de consommation lié aux élections aux États-Unis observées l'année précédente. Ensuite, année fiscale 2026, des bases de comparaison plus faciles sont attendues pour le premier semestre. Donc, on s'attend à de meilleurs résultats au premier semestre par rapport au premier semestre de 2025. Il n'a pas dit que ça sera négatif. Il n'a pas donné un chiffre précis. Donc, ensuite, levier de croissance, le déploiement de nouvelles collections de directeurs créatifs, etc. Bref, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Il ne donne aucun chiffre. Qu'est-ce qu'on mentionnait? Il a tendance à ne pas faire des prévisions précises. Oui ou non? Donc, c'est double vérifié. Maintenant, je sais, tu vas me dire, mais Thierry, on s'en fout de tout ça. On veut savoir combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui. Bon, ne t'inquiète pas, ça va aller très rapidement. Combien est-ce qu'on peut payer pour ce genre d'entreprise? Actuellement, je ne dis pas qu'elle est en difficulté, mais on a une période ici, disons, c'est une période plutôt d'attentisme dans ce secteur d'activité. Ce que je vais faire, je prendrai 15 fois les bénéfices. C'est une entreprise qui a tendance à être assez stable. 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près $627 l'action, 627 € l'action, moins la dette nette. Pas 15 fois les bénéfices, mais 15 fois les cash flows opérationnels. Normalement, je devrais normaliser, quoique si je normalise sur les 10 dernières années, on tombe à peu près à ce niveau-là. LVMH était un peu plus stable. Enfin, mon niveau de conscience est un peu plus élevé au niveau de la stabilité sur les 5 dernières années par rapport à Kering. Techniquement, je prendrais les 5 dernières années. La dette nette ici, par action, je prendrai la dette nette en yearly, normalement, ça donne à peu près 54 moins... Est-ce que ça vaut la peine de prendre la dette nette ici? Parce que si je fais 15, 627, d'accord? 6, 2, 7, moins 54, ça donne combien? 573. 573, c'est presque le prix, le target qu'on avait précédemment sur cette compagnie, 574. Tout ce que je vais faire ici, c'est mettre à jour, je mets ça en date d'aujourd'hui, 573, 514, on s'en fout, c'est la même chose. Ça aurait même pu être que 580, que ça serait toujours la même chose. Et tu vas me dire sans doute, mais Thierry, on veut la précision. Les amis, retenez une chose. Évaluer l'entreprise, ce n'est pas un chiffre précis. C'est un range de valeurs dépendamment de vos hypothèses. Et l'erreur même que je commets ici, c'est toujours d'avoir un seul prix. Normalement, je devrais dire, si on paye 10 fois les bénéfices, c'est comme ça. Si on paye 15 fois les bénéfices, c'est comme ça. Si on paye 20, c'est comme ça. Vu qu'elle a tendance à s'échanger entre 10 et 20, je prends 15, je coupe la poire en deux, voilà. Et sous telle ou telle condition. C'est comme ça qu'on fait. Donc, ne l'oubliez pas. Maintenant, vous avez tous ces éléments-là. On sait à peu près quel est un avantage concurrentiel. On sait à peu près quels sont les risques au niveau de cet avantage concurrentiel-là, n'est-ce pas? On sait également qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir maintenir cet avantage concurrentiel de manière générale, notamment quand tu investis en marketing, gérer son sourcing, ne pas s'engager dans une guerre des volumes. Parce que ça risque de détruire le pouvoir ici, la perception de valeur de la marque. Et en supplément de ça, on sait également que les clients d'LVMH, la majeure partie, sont des clients aspirationnels. Donc, ce sont des personnes qui économisent pour acheter. D'accord? Ils économisent pour acheter. Quoiqu'à l'intérieur, on a des niveaux un peu plus élevés. Il y a un prompt ici que je pouvais... il va être rapide ici, techniquement. Bref, je vais l'utiliser sur Kering dans tous les cas de figure, parce que la vidéo sur Kering arrive. Je vais l'utiliser. OK? Donc, ici... On est d'accord qu'on a un PDG de qualité avec nous. On est dans une période difficile, mais je pense que les probabilités sont dans notre camp en date d'aujourd'hui, en notre faveur, par rapport à la pérennité à long terme de cette compagnie. Maintenant, si je me posais la question de savoir le prix sera à combien en 2150, je n'en sais strictement rien du tout. Ce qui est sûr, si l'entreprise rapporte à peu près le même niveau de bénéfice net, le même niveau de marge,
Je ne surpaye pas. Maintenant, on va regarder la taille du marché, comment est-ce qu'il a évolué, etc. Et on essaiera de se dire que bon, si le marché aura tendance à croître de 5% en moyenne sur les 20 prochaines années, bon, LVMH pourrait s'en sortir. Pourrait au moins avoir 5%, même si elle fait partie des leaders. On n'est pas à l'abri d'acquisition, etc. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. J'espère que ça vous a aidé. Comme je vous l'ai dit ici, investir à long terme, d'accord, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. C'est important. On n'a pas lu les rapports financiers, on n'a pas écouté les conférences. On a été paresseux en date d'aujourd'hui, mais je ne m'abandonne pas à l'IA. Il est juste là pour me donner des pistes de réflexion. Mon jugement, je me base sur ce dernier. Ce jugement est basé également sur mon expérience et ma connaissance de certains secteurs d'activité. Maintenant, est-ce que LVMH est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? C'est la question qu'on se pose. Et c'est cette question-là c'est cette question qu'on est censé répondre en date d'aujourd'hui sur cette vidéo. C'est le plus important. La réponse est oui. Donc, tant que tu me proposes du LVMH en dessous des 514, moi je les prends. Et je te dirais même que le prix actuel ne me dérangerait même pas du tout. D'accord? Bref. J'espère que je n'ai pas été assez long. Bon, quoi qu'on s'en fout un tout petit peu. Un like, un abonnement, ça fait plaisir. Vous avez les prompts en description de la vidéo. Vous avez les prompts gratuits, les prompts premium, ceux que je vous ai montré tantôt. C'est uniquement dans les prompts premium. Et vous pouvez y accéder. Je pense que vous avez un cadeau jusqu'au 26 du mois de décembre de manière générale. En tout cas pour les premiers. Je vous donne tous les codes. Tout. D'accord? Donc comme vous voyez ce prompt-là, c'est simple. Le prompt en question, en deuxième un tout petit peu, je vais vous donner le prompt au complet. Comme ça, vous pouvez aller le modifier, faire ce que vous voulez avec de manière générale. Utilisez-le dans ChatGPT, tout ce que vous voulez. Bref, tu as été assez long. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et ceux qui ont des questions, c'est dans le groupe School. Merci, au revoir.